Oui, alors je suis très heureux de vous présenter Bruno Pi qui a une activité débordante, qui est donc juriste, qui est à l'Université de Lorraine, qui est auteur, entre autres co-auteur d'un livre que je vous recommande vraiment. Moi, je l'ai lu avec, passion un peu parce que c'est le sujet qu'on utilise, mais parce qu'il aborde vraiment de vraies questions des sexualités et des handicaps, questions d'intimité. Voilà, et c'est écrit par tout un tas de contributeurs, dont Monsieur Pi. Et donc, Monsieur Pi doit il ne pourra pas être avec nous les 2 jours. Et donc, on est très heureux de pouvoir lui donner la parole, parce que cette question, vraiment, je crois, du droit, et c'est vrai, quand on intervient dans une institution, tout le monde dit, mais on a le droit... Et c'est, je dirais, c'est l'ignorance totale. Faisons un test, on ne va pas le faire, ici. Qu'est-ce qu'on entend par majorité sexuelle? Je vous parie, je vous donne mon billet, je vous rembourse votre place. 80% des gens ici ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci de ces mots d'introduction. Merci d'avoir pensé à inviter un juriste pour prendre la parole quelques minutes devant cet auditoire. Bien que les 2 journées soient consacrées aux pratiques innovantes et principalement au retour du terrain et des praticiens que vous êtes à un titre ou à un autre, le droit a quelque part sa place dans les propos de ces 2 jours, ne serait-ce que parce que depuis ce matin, j'ai été vigilant et j'ai entendu plus de 15 fois prononcer le mot droit. Et donc, je me suis dit, à un moment ou à un autre, il faudra que le micro m'échoie pour que je puisse, ne serait-ce que revenir sur la définition de la notion de droit, parce que le plus important dans toute forme de communication, c'est d'abord d'être au clair sur les termes qu'on emploie pour savoir si on parle de la même chose. Et donc, la définition de la notion de droit, il y a 2 types de droit. Il y a le droit avec une majuscule au singulier, le droit français, le droit européen, c'est un ensemble de règles régissant une activité, ça c'est le droit. Et puis il y a les droits avec une minuscule, qui sont des droits à quelque chose. Ce sont des prérogatives individuelles reconnues par des textes et qui permettent à un individu titulaire de ces droits d'obtenir satisfaction de ces droits. Et si jamais ces droits ne sont pas satisfaits, alors il peut saisir le juge pour que le juge ordonne le respect de ce droit ou, à défaut, une indemnisation, puisque l'individu n'a pas pu exercer son droit. On a le droit du locataire, mais aussi le droit du propriétaire, le droit du salarié, le droit de l'employeur, etc. Le droit de l'usager. Il y a des droits, les droits du patient, bien évidemment. Il y a des droits garantis par des textes, prérogatives individuelles. Si on n'y satisfait pas, je prends juste un exemple, le droit d'accès au dossier médical, qui est désormais dans la loi depuis 2002. Si un patient demande son dossier et qu'on ne peut pas lui fournir ou pas de manière complète, alors il peut saisir le juge qui ordonnera la communication, et si on ne le retrouve pas, le dossier, qui indemnisera l'individu pour le non-respect, la transgression, la violation de son droit à quelque chose. Parlons de sexe. Est-ce qu'en matière de sexualité, il y a un droit à la sexualité prévu par des textes, en France, des textes juridiques? Bien évidemment non. Bien évidemment non, parce qu'il n'existe pas de droit à la sexualité ni pour les personnes en situation de handicap, ni pour les valides. Parce qu'il n'existe pas de droit à la sexualité et il n'a jamais existé de droit à la sexualité. Il y a une confusion terminologique avec autre chose. Qu'est-ce que garantit le droit français, l'ensemble des règles de droit français? Il garantit l'exercice, le libre exercice par chacun de la liberté sexuelle. Chacun d'entre nous, valide ou pas, dès lors qu'on est sur des majeurs, on parlera éventuellement des mineurs après, mais pour les majeurs, chacun bénéficie de liberté sexuelle. Liberté d'avoir une sexualité ou pas. D'avoir une sexualité tout seul, ou avec un autre, ou 3, ou 12, ou 60, homo ou hétéro, etc. Liberté sexuelle, avec des limites. Comme toute liberté sexuelle, il y a des limites. Comme toute liberté en général. Les 3 limites, très sommairement, les 3 limites à la liberté sexuelle, c'est d'abord tout ce qui est acte contraint. Tout ce qui est imposé au corps d'autrui, puisqu'on interdit, premier bloc d'interdit, le viol, les agressions et les atteintes. Ça, c'est interdit. Bien. Deuxième bloc d'interdit, tout ce qui est imposé non pas au corps d'autrui, mais au psychisme d'autrui. Le harcèlement, l'exhibition sont interdits également. Et troisième bloc d'interdit, ce qui est périphérique à la prostitution. Je dis bien périphérique, puisque la prostitution n'est pas
n'est pas prohibé en droit français. Et la loi dont je vais dire deux mots tout de suite, la loi du 13 avril 2016, qui a fait évoluer un petit peu les questions sur ce thème, n'a absolument à aucun moment imaginé incriminer l'acte prostitutionnel vu sous l'angle de la prostitution, qui n'est pas une activité interdite. Il n'y a pas de texte en France depuis 1946 sur l'acte prostitutionnel. En revanche, dans la périphérie de la prostitution, il y a l'interdiction du proxénétisme sous toutes ses formes, le fait de pousser quelqu'un à se prostituer, le fait de profiter de la prostitution ou même d'aider la prostitution est quelque chose qui est interdit au titre du proxénétisme, mais pas l'acte prostitutionnel lui-même. Et puis il y a le texte dont je vais parler dans une seconde sur désormais l'infraction d'achat d'actes sexuels concernant le client. Mais en dehors des trois interdits, tout ce qui est viol et agression, harcèlement, exhibition, proxénétisme et achat, pour le reste, c'est la liberté sexuelle et pas droit sexuel. Je n'aime pas cette formule parce qu'elle laisse à entendre que quiconque, valide ou en situation de handicap, pourrait avoir une sorte de droit créance et de dire « j'ai droit à la sexualité, donc pourquoi pas un droit à l'orgasme, un droit au bonheur, tant qu'on y est ». Ça serait génial, ça serait utopiste, mais ça n'est pas la réalité du terrain. Personne n'a droit à la sexualité. Imaginez ce que ça voudrait dire. Avoir un droit à la sexualité, ça voudrait dire, écoutez, voilà, il se trouve que dans le mois qui vient de s'écouler, je n'ai pas eu de relation sexuelle. Chacun mettra la fréquence qu'il veut et le type de position qu'il veut. J'ai pas eu ma dose, donc je vais voir le juge en disant, monsieur le juge, j'ai pas eu de partenaire là le mois dernier, donc ou vous m'en trouvez un, ou vous m'indemnisez, parce que mon droit à la sexualité n'a pas été respecté. Tout le monde éclaterait de rire. Chacun a une liberté sexuelle qu'il va développer ou pas, avec une difficulté de terrain. Ce n'est pas un problème de droit. C'est que déjà, quand on est valide et qu'on est autonome, etc., ce n'est pas toujours simple de rentrer en relation, de trouver des partenaires consentants, attirants, séduisants. C'est tout le jeu des relations humaines. Je rappelle qu'on a, ne serait-ce qu'à Paris, plus de 5 millions de célibataires, dont une bonne partie n'ont aucune activité sexuelle par défaut de rencontres avec des partenaires. Mais quand on est en plus entravé physiquement ou psychiquement, en plus dans une institution, alors là, les occasions de pouvoir rencontrer, de pouvoir, pour dire des mots simples, pour pouvoir draguer, sont beaucoup plus compliquées. Quand on est ne serait-ce qu'en fauteuil et qu'on peut difficilement aller au cinéma, aller au resto, alors aller en boîte ou en bar, c'est encore plus compliqué. Ça limite d'autant plus les occasions de rencontre. Et c'est plus un problème d'entrave de fait ou psychologique de l'entourage, etc., qu'un problème de droit. Qu'est-ce que dit la loi sur sexualité et handicap? Elle dit rien. Elle dit rien. Parce qu'elle ne dit rien non plus pour les valides. Elle dit juste liberté sexuelle en France, sauf sont interdits le viol, le harcèlement, l'exhibition, le proxénétisme. Mais pour le reste, débrouillez-vous. Créez des liens, nouez des partenariats avec des majeurs consentants et faites ce que vous voulez. C'est facile à dire. Pour les personnes qui ont une forme d'autonomie et de marge de manœuvre, c'est beaucoup plus compliqué quand on est dépendant d'un tiers pour pouvoir accéder à des relations, pour pouvoir rencontrer des uns des autres. Je n'en fais pas plus parce que le temps m'est compté, mais je crois que c'était important de préciser que, de même qu'on n'a pas un droit à la santé, on a un droit d'accès à des soins, c'est pas pareil. On n'a pas un droit à la sexualité, on a une liberté sexuelle. Seulement, pour certains, elle est plus compliquée à exercer que pour d'autres. Et ainsi de suite. En matière de mariage, puisqu'on parlait de conjugalité et de parentalité, personne n'a un droit au mariage. Je suis célibataire depuis 40 ans, je vais voir le juge en disant « trouvez-moi une femme ou indemnisez-moi ». Non, il n'y a pas de droit au mariage. Il y a une liberté pour les individus de se marier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et c'est important de préciser ça. Enfin, quels sont les apports de la loi du 13 avril 2016 et en quoi cette loi a quelque chose à voir avec ce dont nous parlons? La loi du 13 avril 2016, qui, après 4 ans de débat parlementaire, a vu le jour et a été publiée le lendemain, le 14 avril, vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à créer une infraction, et on en a supprimé une autre. Celle qui a été supprimée, tout d'abord, on a supprimé en France le délit de racolage qui avait été introduit en 2003 et qui punissait donc les personnes qui faisaient des offres de services tarifés, services sexuels tarifés de prostitution. Désormais, par contre, une nouvelle infraction est née et elle est applicable depuis le lendemain de la publication au JO, c'est-à-dire depuis le 15 avril. Article 611.1 du Code pénal
tel que issu de la loi du 13 avril 2016, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Contravention, 5e classe, désormais, pour le fait d'être client d'une personne qui se livre à la prostitution. Qu'est-ce que la prostitution? Y a-t-il une définition juridique? Oui, il y a une définition juridique de la prostitution, puisque la Cour de cassation a eu à statuer sur qu'est-ce qui est de la prostitution, qu'est-ce qui n'en est pas. Quand peut-on dire qu'il y a prostitution? Et c'est important en droit, puisque en matière de proxénétisme en particulier, il est fondamental de savoir si quelqu'un a poussé autrui à se prostituer ou à une activité qui n'est pas de la prostitution. Si c'est de la prostitution, le proxénète est punissable. Si ce n'en est pas, il n'y a pas de proxénétisme. L'affaire a été tranchée, je vous le rappelle très très succinctement, dans les années 70, en 77, avec le développement d'une officine dans la ville de Thionville, dans l'est de la France, de massage thaïlandais. Un monsieur crée un service de massage thaïlandais, embauche des masseuses qui sont embauchées pour être disponibles pour des clients messieurs, mais avec une prohibition dans leur contrat affiché dans l'établissement. Ici, on ne couche pas avec les clients. On ne couche pas. Interdiction de toute relation sexuelle. Les messieurs clients arrivent intéressés, les dames prodiguent des massages manuels sur des corps d'hommes nus jusqu'aux finitions. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans ce milieu. Je ne fais pas de dessin, etc. Bref, jusqu'à éjaculation. Il se trouve que l'établissement est à 50 mètres du commissariat de police de Thionville et que les policiers, on ne sait pas comment, ont su ce qui se passait dans cet établissement. Et le tenancier a été poursuivi pour proxénétisme. Et lui s'est défendu devant le tribunal en disant « Mais attendez, pourquoi vous me poursuivez pour proxénétisme? Il n'y a pas de prostitution chez moi. Personne ne couche avec personne et on n'a aucune preuve qu'un client ait couché avec une de mes masseuses. C'est interdit d'ailleurs dans le contrat des masseuses, contrat de travail, et les clients sont bien au courant qu'ici, il n'y aura pas de relation et il n'y a jamais eu de relation sexuelle. » Et donc, c'est posé la question de savoir si c'était de la prostitution. Je vous le fais court, la Cour de cassation a tranché, il y a prostitution dès lors qu'il y a 3 critères. 1, contact physique. Il faut qu'il y ait contact d'épiderme à épiderme. Contact physique. Il faut qu'il y ait rémunération ou promesse de rémunération, en argent ou en nature. Et il faut que ce contact physique rémunéré soit accompli dans le but de satisfaire sexuellement autrui. Si les 3 critères sont réunis, c'est de la prostitution. Que ce soit des massages, qu'il y ait pénétration ou pas, ça n'a aucune importance dès lors qu'il y a contact physique. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas contact physique, ça ne peut pas être qualifié de prostitution. Le pipe show, le striptease, les spectacles, la vente d'objets, etc. Tout ça, ça n'est pas de la prostitution puisqu'il n'y a pas contact physique d'un épiderme à un autre. Mais dès lors qu'il y a contact physique, rémunération, satisfaction sexuelle, c'est de la prostitution. Pourquoi est-ce que cette question est importante? Eh bien, elle est importante parce que la loi du 13 avril 2016 incrimine désormais le client. D'où vient cette loi? Elle vient d'un courant qui s'inspire de ce qui s'est passé en Suède en 98, où on a, en Suède, à l'époque, incriminé et poursuivi les clients, et certains ont voulu appliquer ce système en France. En quoi ça concerne le milieu du handicap et en quoi ça concerne notre préoccupation de ces 2 jours? Eh bien, il se trouve que, depuis quelques années, et chez Lavarembourg le sait bien mieux que moi, et d'autres que moi l'ont écrit dans l'ouvrage que Jean-Luc Letellier a eu la gentillesse de présenter, eh bien, s'est développé, entre autres types de réponses, parmi d'autres, à certaines demandes d'activités sexuelles de personnes en situation de handicap, ce qu'on appelait l'assistance sexuelle et qu'on appelle maintenant l'accompagnement sexuel. Est-ce que, premièrement, première question, l'accompagnement sexuel est une forme de prostitution? Il y a des débats sur les blogs. Certains disent non, il ne faut pas mélanger, ce n'est pas de la prostitution, c'est autre chose. Le juriste est pragmatique. Le juriste est un animal à sang-froid. J'ai dit les 3 critères de la Cour de casse: contact, argent, sexe. Point, c'est de la prostitution. Après, on comprend que certains aient du mal à porter des étiquettes. Certains disent moi, je ne suis pas prostituée, je suis hôtesse, ou je suis escort girl, ou je suis accompagnant ou accompagnante sexuelle. Chacun aura ses pudeurs verbales sur le plan du droit. Dès lors qu'il y a contact, rémunération dans le but de satisfaction sexuelle, c'est de la prostitution. Est-ce que l'accompagnement sexuel est une forme de prostitution? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus.
aucun souci sur le plan juridique. Pourquoi? Parce que la prostitution n'est pas incriminée. Ça n'est pas une infraction en France. Du côté de celui qui offre ces services, qui se fait rémunérer, il ne risque rien. Et même le racolage a disparu depuis 15 jours de l'arsenal juridique français. En revanche, la question qui se pose, c'est celle de l'applicabilité de cette nouvelle loi. Et le client, le consommateur, éventuellement la personne en situation de handicap qui aurait recours à une forme ou une autre de prostitution, quel que soit le vocable qu'on emploie. Effectivement, en théorie, demain, eh bien, tout client, il est évoqué le chiffre de 10 à 15% des hommes qui seraient clients de prostitution, eh bien, tous ces consommateurs, hommes ou femmes, eh bien, aujourd'hui, qui payent pour des activités sexuelles avec contact physique, pourraient être poursuivis pour achat d'un service sexuel. Je parle au conditionnel, pourquoi? Parce que tous les indicateurs montrent que cette loi, et même les rédacteurs de la loi l'ont dit, cette loi, elle n'a pas pour but de s'appliquer. Étonnant. On nous fait des lois pour ne pas les appliquer. Et d'ailleurs, les syndicats de police ont tout de suite réagi en disant qu'ils avaient autre chose à faire, surtout en ce moment, que d'aller pister les clients pour constater, etc. Les porteurs de ce projet ont même parlé d'une loi symbolique, mais pas de l'appliquer. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu de technique juridique, parce que ceux qui sont opposés, qui sont contre l'introduction de cette loi, eh bien, peuvent la contester. Est-ce qu'on peut la critiquer? Oui, on peut le faire aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut la contester, en contester la validité? Eh bien non. Comme ça, dans l'absolu, la loi est publiée au journal officiel, elle est applicable en France. Le seul moyen de la contester, et c'est ce qu'un certain nombre de juristes, et en particulier de ceux qui travaillent dans le milieu du handicap, veulent voir se mettre en place dans les jours à venir, dans les mois à venir, c'est que cette loi soit appliquée. Il faut qu'il y ait au moins un client qui soit poursuivi et même condamné pour avoir acheté des services sexuels. Il le faut. Pourquoi il le faut? Parce que si un client est condamné en France pour achat de services sexuels, alors on pourra déférer cette condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg et qui, elle, applique non pas la loi française, mais la Convention européenne des droits de l'homme, convention qui a déjà été appliquée dans bon nombre de situations et qui rappelle qu'en Europe, pour tous les pays signataires, eh bien, la notion de vie privée comporte explicitement la dimension de la sexualité, de l'autonomie sexuelle, et en particulier que cette autonomie sexuelle ne dépend que d'un seul critère, qui est le consentement. Le consentement libre et éclairé de majeur est, pour la CEDH, pour la Cour européenne des droits de l'homme, le critère de licéité de toute activité sexuelle entre adultes. Et je termine sur cette question-là. Lorsqu'elle sera appliquée, si elle l'est, parce que pour l'heure, il est clair que les policiers ne vont pas faire les constats, les procureurs qui auraient des dossiers les mettraient de côté, etc. Lorsque cette loi sera appliquée et déférée à la Cour européenne des droits de l'homme, alors tous les juristes sont unanimes sur cette lecture des choses, alors la France sera mise face à ses hypocrisies et ses paradoxes. C'est quoi le paradoxe de cette loi et de la démarche de certains sur cette thématique-là? Eh bien, c'est la démarche de confusion entre la morale et le droit. La morale est fondée sur le bien, le mal, ce qui est souhaitable, ce qui ne l'est pas. Elle peut être individuelle, elle peut être variable, évolutive, etc. Le droit, lui, fonctionne sur le permis et l'interdit. Et ça n'est pas du tout la même chose. Il y a des choses qui sont amorales ou immorales, qui ne sont pas forcément interdites. Et il y a des choses qui sont interdites sans qu'il y ait un soubassement, un fondement moral. Je reviens et je termine là-dessus. Quel a été le leitmotiv des porteurs de cette loi? Ça a été de dire, je cite, « Toute forme de relation sexuelle sans désir doit être traitée comme une violence et doit être punie par la loi. Toute forme de relation sans désir est une violence. » Voilà l'oriflamme de ceux qui ont porté ce texte qui est devenu la loi en France. Et là, le juriste est particulièrement catastrophé parce que si on connaît en droit français dans bon nombre de cas la notion de consentement, le consentement, c'est l'acceptation de la volonté de quelqu'un qui accepte un contrat, qui accepte le mariage, qui accepte un acte médical, une relation sexuelle. Ça, on sait ce que c'est objectivable, le consentement. D'accord ou pas d'accord? En revanche, le désir, c'est quelque chose qui est totalement subjectif. C'est ce qu'on appelle, nous, en droit, les juristes, le mobile individuel, le pourquoi l'individu est d'accord ou pas d'accord. Mais en droit, jusqu'à présent, le mobile est totalement indifférent. Pourquoi M. Truc a consenti à un contrat
d'achat d'une maison? Pourquoi Madame Truc a consenti à se marier? Pourquoi un tel a consenti à une partie de jambes en l'air samedi soir, etc. Mais juridiquement, c'est totalement indifférent. La seule chose qui compte, le critère, c'est d'accord ou pas d'accord, consentement ou pas consentement. Si demain, le désir devient un critère du permis ou de l'interdit, alors ça voudra dire qu'il faudra une police du désir, des experts du désir et une justice du désir qui puisse dire « Ah, là, c'est bon, il y a du désir, on laisse passer. Il n'y a pas de désir, c'est de la violence, il faut le punir. » Je termine, et j'ai bien aimé la formule de ce matin d'un de mes prédécesseurs qui disait l'organe sexuel principal, c'est le cerveau. Et j'enchaîne avec cette formule de Woody Allen que vous connaissez peut-être, qui dit « Mon cerveau, c'est mon deuxième organe préféré. » Merci. Partir. Merci. Merci Bruno. Des questions n'étaient pas prévues à ce moment, mais il y en a il y en a plusieurs qui sont arrivées et deux me semblent vraiment pertinents avec cette opportunité d'avoir Bruno avec nous. Les autres, à mon avis, on va y arriver. Donc la première question, c'est est-ce qu'un usager peut attaquer juridiquement l'établissement pour entrave à la liberté sexuelle? Est-ce qu'un usager peut attaquer l'établissement pour entrave à sa liberté sexuelle? La réponse est claire, nette et péremptoire. Oui. Oui, puisque ça a été fait. Ça a été fait dans une affaire qui a été jugée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en 2012. Il ne s'agissait pas du médico-social, mais du sanitaire, dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. Il y avait un règlement intérieur qui avait été édicté par l'équipe de gouvernance qui était « Dans notre établissement, aucune relation sexuelle ». Article X du règlement intérieur. On trouve cette clause dans pas mal d'établissements. Encore aujourd'hui, je l'ai vu dans un IRR il n'y a pas longtemps. Bref, un usager de cet hôpital spécialisé a attaqué le règlement intérieur devant le tribunal administratif. Très bien. Tribunal administratif qui a analysé cette clause et qui a invalidé cette clause pour entrave à l'exercice de la liberté sexuelle qui a été jugée comme une liberté fondamentale. L'hôpital a fait appel. Et la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation du règlement intérieur en disant ceci: si l'on peut ponctuellement entraver la liberté sexuelle d'un individu pour des raisons liées à son état de santé, parce qu'il se mettrait en situation de danger sur le plan physique ou psychique, ponctuellement, pourquoi pas, mais on ne peut pas, dans un établissement, de manière systématique, universelle, pour tout le monde et tout le temps, brider, annihiler une liberté fondamentale, qui est celle de la liberté sexuelle, qui découle de la notion de liberté de vie privée. Donc oui, merci. La réponse est oui. Merci pour cette précision. Un tuteur a-t-il son mot à dire dans la demande de contraception d'une personne en situation de handicap intellectuel? Tutelle, sexualité, tutelle et contraception. Alors là, les réponses sont là encore assez faciles sous l'angle juridique parce qu'elles ont été posées, ces questions, et qu'elles ont été tranchées. Concernant la tutelle, donc on a un mécanisme de protection d'un majeur qui a été mis en place par un jugement du juge des tutelles qui désigne un représentant légal, le tuteur, qui est le décideur de tous les choix de vie de l'individu sous tutelle, sauf, dit la loi de 2007, sur la tutelle, sauf les actes strictement et éminemment personnels. Le majeur sous tutelle ne décide plus de son patrimoine, il ne décide plus des choix de vie, de domicile, même plus des actes médicaux. Il lui reste quoi comme cœur d'autonomie? Les actes strictement et éminemment personnels. C'est quoi? La Cour de cassation a statué sur ce point, sont strictement et éminemment personnels les questions de religion et les questions de sexualité. Donc le majeur sous tutelle peut-il avoir une vie sexuelle? Oui, bien évidemment, sous réserve qu'il ait des moments ou des périodes de lucidité pour exprimer un consentement. Parce que sinon, si on lui impose quelque chose, imaginons quelqu'un qui soit dans le coma et qui est sous tutelle, si quelqu'un lui impose un acte sexuel, ce serait considéré comme un viol puisqu'il n'y a pas de consentement. Mais dans une période de lucidité, de discernement, le majeur sous tutelle peut avoir une vie sexuelle comme tout un chacun et le tuteur n'a rien à dire. Ce n'est pas en particulier le tuteur qui apprécie en disant oui, ok, donc samedi d'accord, mais dimanche pas d'accord. Le tuteur n'a pas un carnet à souche avec un carnet de tir, si je peux me permettre, en disant aujourd'hui vous avez le droit. Non, le tuteur n'a rien à dire sur les questions de sexualité. Quant aux questions de contraception et même de stérilisation, puisque ça a été évoqué, la loi du 4 juillet 2001 a explicitement prévu que les règles en matière de contraception sont des dérogations au droit commun de l'acte médical. Pour l'acte médical ordinaire, c'est le tuteur qui décide tout seul. Mais pour les actes qui touchent à la contraception, le majeur, même sous tutelle,
dans la mesure où il est en situation de s'exprimer, a une possibilité de veto. Il peut s'y opposer et, in fine, on pourra saisir le juge des tutelles qui tranchera dans l'intérêt de l'individu, la stérilisation n'étant que la dernière des hypothèses possibles, à défaut d'une contraception possible, à défaut d'autres mécanismes médicaux pharmaceutiques. La stérilisation, aujourd'hui, ne peut plus être clandestine, comme malheureusement on l'a vu pendant de nombreuses années. Merci pour ces réponses. Merci Bruno.